Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Perce les nuages, un podcast de discussion, de réflexion et de soutien au niveau du deuil. Aujourd'hui, j'ai une invitée bien spéciale, Amanda Jacopina, qui va venir nous parler du deuil à travers sa vie, comment ça a ponctué sa vie, différentes sortes de deuil et aussi de comment le deuil accompagne son métier de coach en hypnose, d'accompagnante en hypnose. Donc, on va pouvoir mettre un peu plus de lumière là-dessus dans l'épisode. Et comme à chaque épisode, je débute avec une pensée, la Minute Lumineuse, dans le fond, qui est un petit moment consacré et commandité par notre partenaire fondateur, Magnus Poirier. Si vous ne les connaissez pas, Magnus Poirier, c'est une entreprise funéraire. Bientôt, vous aurez la chance de les entendre via un épisode. Ils vont venir nous parler de cette magnifique entreprise. Donc, que vous ayez une célébration à faire, que vous ayez un décès qui est survenu à l'étranger, besoin d'accompagnement, d'arrangement funéraire, d'objets commémoratifs, de soutien, pardon. C'est vraiment la bonne équipe très humaine, chaleureuse pour pouvoir vous accompagner. Donc, leurs liens sont toujours dans nos notes d'épisode si vous voulez en savoir plus. Et aujourd'hui, la réflexion va comme suit. Même dans l'absence, l'amour continue de faire du bruit dans le silence. Sans plus tarder, on commence l'épisode avec Amanda. Allô? Allô, Amanda. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir aujourd'hui. invitée. C'est un sujet vraiment riche et qui va pouvoir aller dans tous les sens parce que tu as quand même une certaine expérience dans le domaine du deuil. Je pense qu'on pourrait commencer parce qu'on ne voulait pas nécessairement aujourd'hui, tu sais, souvent je fais présenter les invités, la personne décédée de qui ils veulent parler aujourd'hui. Là, comme toi, c'est comme plus élargi un peu la façon qu'on veut l'inclure dans l'épisode. On a une amie commune, Marie-Christine, qui est venue dans le passé, qui m'a dit « il faut vraiment que tu parles avec Amanda, il faut vraiment que tu fasses un épisode avec elle ». Donc, premièrement, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir participer aujourd'hui? Eh bien, c'est vraiment le sujet. C'est tout un sujet, le deuil. C'est vrai que pour moi, en fait, il fait partie de ma vie quotidienne parce que je me rends compte que le deuil, c'est toutes les transitions dans la vie, finalement. Ça peut être le début de la vie, la fin de la vie, ça peut être les projets, l'absence de projets, la fin des projets, ça peut être ce qu'on vit au travers de la maternité aussi, de la vie qu'on souhaitait avoir et puis d'un accident qui survient, ça peut être tout et n'importe quoi. Et le deuil, en fait, il est nécessaire dans toutes les transitions. Et c'est ce que j'accompagne, en fait, au quotidien auprès de mes clientes, j'allais dire, parce que c'est essentiellement des femmes. Puis, qui sont-elles, tes clientes? Dans le fond, en quoi ça consiste, ton travail, puis comment le deuil vient se glisser dans ça? Alors, la plupart du temps, les femmes viennent parce qu'elles emmènent leur enfant consulter. Et en les recevant, j'accompagne toujours finalement la maman lors de l'accompagnement d'un enfant. C'est très important pour moi parce qu'il se passe plein de choses pendant la grossesse. Il se passe aussi plein de choses le jour de l'accouchement, post-accouchement, puis tout au long de la vie. Et la plupart du temps, il y a une histoire de lien. Donc, quand la maman emmène son enfant pour consulter et que je la reçois lors d'une séance, eh bien, il y a quelque chose qui vient s'inviter et il y a toujours un deuil à faire. Ça peut être le deuil de quelqu'un de disparu, mais ça peut être le deuil de ce qu'elle imaginait, en fait, en étant mère, en devenant mère. Le deuil de l'enfant qu'elle rêvait d'avoir et qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle espérait. Ça peut être... voilà, ça se manifeste de plein de façons différentes, mais ça se présente systématiquement. Il y a toujours le deuil de quelque chose à faire en séance. Puis tu t'aperçois de ce deuil-là parce que tu as une discussion avec la maman aussi avant d'entamer le travail avec l'enfant? Ou? Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, donc quand une personne veut prendre un rendez-vous, j'ai un appel téléphonique qui va durer une trentaine de minutes, où en fait, je fais déjà un petit peu
l'histoire de vie avec la maman. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la vie de l'enfant ou dans sa vie à elle. OK, il y a ce comportement-là qui a émergé, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là je ne sais pas, par exemple, l'enfant a commencé à avoir de la colère. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à vous, sans que vous puissiez mettre 2 mots dessus? Ah, il y a eu le décès de ma maman, il y a eu le décès de mon papa, il y a eu le décès d'un frère, d'une sœur, il y a eu quelque chose de marquant, il y a eu une séparation. On s'est séparé avec le papa depuis de la difficulté. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des moments difficiles, il y a un deuil à faire. Peu importe ce que ça va être, il y a un deuil, donc il y a tout un processus, un cheminement qui a besoin d'être accompagné. La plupart du temps, en tout cas les personnes que je reçois sont des personnes qui sont un peu dans le côté pathologique du deuil, c'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont coincées, il y a des choses qui ont été traumatisantes. Perdre quelqu'un alors que ce n'était pas prévu, ça fait toujours très mal. Donc, c'est ça. En fait, je vais accompagner les émotions. Je vais offrir de l'espace à ces émotions-là pour que la personne puisse complètement, en fait, traverser en paix, finalement, le deuil. Donc, dans le fond, tu te rends compte que la raison pour laquelle la personne s'en vient consulter ou la façon que ça s'est manifesté, souvent, quand on se met à creuser, il y a un décès ou un deuil assez important sous-jacent à tout ça, dans le fond. Complètement. Il y a toujours une émotion très vive. Il y a eu un choc émotionnel. Il y a eu... c'est ça, en fait, une séparation, un changement de vie, un déménagement, un décès, plusieurs décès. Et ça peut être des fois, il y a très longtemps. Ça peut dater d'il y a très longtemps, mais l'émotion, elle est toujours... c'est pour ça que je parlais de côté pathologique. C'est que, en fait, l'émotion est complètement enfouie. Et on essaye de faire en sorte de vivre avec, mais ça ne fonctionne pas. Puis les gens qui viennent te consulter, ils te consultent, généralement, ta clientèle, c'est plus comme des adolescents, des enfants qui sont référés à toi ou? Alors là, depuis que je suis arrivée à Boucherville, je n'ai pas encore commencé mes accompagnements. Je suis en pleine construction de mon activité. Mais lorsque j'étais en France, en fait, c'était souvent des instituteurs qui me référait auprès des parents, parce qu'il y avait un problème de comportement, parce que on voyait que l'enfant était très en colère, avait du mal à se concentrer, ou alors les parents parlaient avec le professeur en disant « mais moi je suis désespérée, à la maison ça ne va pas du tout, il y a de la confrontation, il y a des cris, il y a de la difficulté dans le quotidien finalement, sans comprendre pourquoi ». Et donc à ce moment-là, quand l'enfant... est aussi prêt à venir consulter parce que c'est aussi il faut qu'il y ait un consentement de l'enfant pour consulter. À ce moment-là, moi je fais le point en fait avec la maman au téléphone, la maman et ou le papa, parce que évidemment que les papas sont les bienvenus. Et puis donc je mets en place cet accompagnement sur il y a souvent 3 séances avec l'enfant et 1 à 2 séances avec la maman. Donc, c'est presque une hypnose familiale. Là. Oui, en fait, dans ma façon de pratiquer, je travaille de façon systémique. Donc, vraiment, l'individu dans son système, parce que c'est très important, en fait, de ne pas aller voir seulement le symptôme, donc l'émotion ou le comportement, mais d'aller voir tout ce qui se passe dans l'environnement. Si on ne fait pas changer l'environnement, il n'y a rien qui change et en fait, la problématique va revenir en permanence. Puis, c'est moins, je ne sais pas si tu t'es aperçu en arrivant ici, que c'était un peu moins commun. On dirait que les gens ont recours à l'hypnose pour ce genre de comportement-là ou de façon de le manifester chez les enfants ou les adolescents. Tant mieux, je sais que la France est beaucoup plus avancée que nous sur beaucoup de choses. Je pensais l'inverse, moi. Très honnêtement, je pensais vraiment l'inverse. Je m'étais toujours dit que, en fait... au Québec, il y avait vraiment une grande place pour les thérapies alternatives parce que je suis énormément de coach et puis depuis la France. Et puis ça fait des années, donc je m'étais dit, waouh, en fait, il y a un vrai terrain de jeu pour toutes ces pratiques-là. Mais finalement, en arrivant, je m'aperçois qu'il
n'y a pas tant d'accompagnement que ça pour les enfants. Ou en tout cas, il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Oui, bien, en fait, ton terrain de jeu est immense, je crois, parce que moi, j'ai 3 adolescents, donc, tu sais, je baigne quand même assez dans cette génération-là. Oui. Mes enfants ont 13, 14, 15 ans, donc, tu sais, je vois pas mal l'adolescence en général à l'œuvre, au ton. Puis, on dirait que quand ils ont des troubles de comportement ou quoi que ce soit, les gens essaient, tu sais, de consulter ou de chercher de la médication ou des choses comme ça, mais j'entends pas beaucoup. Tu sais, il y a certains parents tu sais, qui vont me dire qu'ils sont allés en hypnose ou à une acupuncture ou des trucs comme ça, mais c'est pas la majorité. Donc, c'est quoi les bienfaits de l'hypnose pour parce que dans le fond, est-ce que c'est la clientèle que tu viserais un peu plus présentement? En fait, j'ai l'impression que je me suis vraiment concentrée sur les adultes, mais finalement, ce qui revient tout le temps, ce sont les enfants. Pour moi, c'est un sujet important, l'enfance. Je crois que tout part de là, finalement. Tu sais, quand tu es adulte et que tu as eu une enfance difficile, quand tu es adulte, tu dois faire le deuil Oui, voilà. de cette enfance traumatisante. Donc, plus tôt on va travailler sur les émotions des enfants et sur leur choc, plus facile va être leur vie et leur façon de grandir. Oui, je pense que c'est ça qui fait que, tu sais, comme parent, des fois, on va mettre plus d'emphase ou d'énergie sur quelque chose pour son enfant, puis nous, on va se mettre en second plan. Tu sais, fait que c'est pour ça que ça émerge de cette façon-là, souvent, je crois. Donc, parce qu'on s'entend de toute façon que présentement, nos ados, là, vivent dans un climat assez anxiogène, là, puis c'est complètement différent de notre adolescence à nous. En tout cas, moi, j'ai 46, puis c'était pas ça mon adolescence. Ouais. Là. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de médias sociaux déjà en partant et tout. Donc, comment ça peut les aider, l'hypnose, disons, une famille qui veut, tu sais, qui dit, hey, écoute, tu sais, pour vrai, puis là, on parle pas juste de nécessairement un enfant qui a vraiment des méga troubles de comportement. Je pense que tout le monde devrait prendre soin de sa santé énergétique et du travail personnel à faire pour guider tout le reste de sa vie ou se remettre sur le bon chemin. Mais en quoi ça peut interagir ou aider l'hypnose? En fait, il faut comprendre comment fonctionne notre système, c'est-à-dire comment fonctionnent nos émotions et comment est-ce qu'une expérience va générer des comportements. L'hypnose, en fait, j'utilise l'hypnose, mais d'autres outils aussi, qui vont permettre de libérer les émotions qui sont cristallisées dans le corps. En fait, à chaque fois que tu as une expérience, ton émotion, qu'elle soit positive ou négative, va venir se fixer à l'intérieur de toi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit « Oh, j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos ». Parce qu'en fait, tes émotions vont aller se fixer dans ton dos ou, je sais pas, au moment où tu vis un choc, ça va venir sur ton bras ou à ta tête ou peu importe en fait la zone de ton corps, ça peut être partout. Donc en fait, c'est ça, c'est que les émotions où elles sont cristallisées dans le corps vont avoir un impact toute la vie si elles ne sont pas libérées. Donc l'hypnose va aider à libérer les émotions. Aussi, d'aller dans l'inconscient chercher les réponses que dans ton quotidien, dans ta partie consciente, tu ne pourras pas, tu n'auras pas accès. Si on parle, toi et moi, là, de façon consciente, tu vas me dire, voilà ce que je ressens, et tu vas complètement mentaliser, donc tu vas utiliser ton cerveau et puis ton fonctionnement cérébral habituel pour me dire comment tu te sens. Mais ton inconscient, lui, il vit une autre expérience. Il va me dire, ouais, en fait, je me sens bien, mais il y a un truc au fond de moi que je ne comprends pas. Et ce truc-là que tu ne comprends pas, c'est moi qui vais t'aider à aller le chercher par le biais de l'hypnose, mais grâce à d'autres outils aussi. Donc finalement, pour les enfants, donc j'utilise l'hypnose, mais pas seulement. J'utilise aussi des tapotements, ça s'appelle de Emotional Freedom Technique. Donc c'est la technique de libération émotionnelle. Et on va tapoter sur des points spécifiques au niveau des méridiens sur le corps. Et en même temps qu'on va nommer une douleur, par exemple, ou une sensation, ce qu'on ressent, par exemple, je ressens de la colère à tel endroit de mon corps, eh bien, ça va permettre de nommer, d'aller identifier où se situe l'émotion et d'aller la libérer. Et c'est extrêmement rapide.
Je vois des enfants arriver avec une colère énorme. Par exemple, donc en début de séance, on va essayer d'identifier à combien se situe la colère sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la colère extrême, la haine même. Eh bien, l'enfant va me dire « je suis à 9 sur 10 ». D'accord. Et à la fin de la séance, il va arriver à 0. La colère aura disparu, la tristesse rattachée derrière la colère aura disparu. En fait, grâce à tout ce travail-là, on va vider le réservoir des émotions qui ont été cristallisées. Puis ça, est-ce que ça se maintient dans le temps? Est-ce oui, que ça complètement. prend... Une émotion qui est libérée, elle est libérée. En fait, en fonction de ce que la personne a vécu, en fonction du choc qu'elle a vécu, il y a des couches. Et en fait, il y a des choses qui vont remonter au fur et à mesure dans le conscient. Mais la partie inconsciente, elle, plus tu vas aller l'accompagner en douceur, en sécurité, plus elle va permettre de libérer les émotions qui sont rattachées. Et la plupart du temps, l'hypnose, l'EFT, la PNL sont des outils qui vont permettre d'aller au premier moment, à la source même de ce qui s'est passé. Par exemple, je reçois une personne qui me dit « j'arrive plus à conduire ». Ça fait plusieurs mois que je n'arrive plus à conduire. J'ai hyper peur pour conduire, pour me rendre d'un point A à un point B. Et en fait, on essaye au départ de chercher « ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vécu quelque chose en conduisant ?» Et en fait, on se rend compte à la fin de la séance, ou une séance après, parce que des fois, ça ne vient pas tout de suite, que le fait de ne pas conduire, c'est parce qu'elle a vécu un choc qui n'a rien à voir avec le fait de conduire, mais qui a mis son système nerveux en état d'alerte, en état de choc, en état de survie. Et donc, elle était incapable d'avoir le contrôle sur quelque chose. Son système pensait qu'elle n'était plus du tout capable d'avoir le contrôle dans sa vie. Et donc, c'est pour dire à quel point l'inconscient, lui, a les réponses. Et finalement, le fait de parler, c'est super, mais d'aller plus loin dans le corps, c'est très important aussi. Donc, toi, tu as comme le mode d'emploi pour aller aider notre subconscient à se libérer. Exactement. C'est comme le résumé. Oui, exactement. C'est parfait comme quand résumé. les gens prennent rendez-vous avec toi, est-ce qu'habituellement, c'est pour un rendez-vous? C'est des séances, ça dépend de chaque histoire, j'imagine? Alors, ça dépend de chaque histoire, mais j'ai envie de dire, ça dépend de ce que tu veux dans ta vie aussi. Si tu as besoin de moi ponctuellement parce que tu as déjà fait un grand travail sur toi, ça peut se faire. Mais l'idée, quand même, c'est de t'engager avec toi-même pour aller libérer ce qu'il y a libéré, pour pouvoir passer à autre chose dans ta vie. Sortir du mode survie et aller vraiment vers « ok, là j'existe, je prends vraiment les possessions je prends les rênes en main ». Tu vois, c'est comme si tu dis « ouais, en fait là je suis sur mon cheval, là, puis je suis capable d'y aller, j'ai confiance ». Quoi. Je me détache de comme qu'est-ce qui me faisait des petites chaînes intérieures puis qu'on ne se rend pas compte. Est-ce que souvent les gens viennent te consulter parce que c'est de la colère qui est manifestée? Comme, tu sais, les ados dans ces temps-ci, on en voit, même les enfants, là, je dis les ados, mais il y a des tout-petits qui ne filent pas du tout. Oui, là. Oui. Mais tu sais, comme c'est de la colère, mais des fois, c'est des problèmes d'attention. Des fois, c'est une petite tristesse que tu comprends pas trop pourquoi qu'il y a l'air latente. Des fois, c'est comme juste, ils ont l'air amorphes. Des fois, c'est même des enfants qui sont mutiques, qui ne parlent plus. J'ai eu le cas plusieurs fois, suite au Covid, justement, où des enfants ne parlaient plus, mais parce qu'ils avaient peur d'avoir des microbes qui entraient dans leur bouche. Oh. Non, c'était complètement dingue. Ça peut être tout et n'importe quoi en réalité. À partir du moment où tu te poses la question de « ok, mais qu'est-ce que je dois faire pour mon enfant ?» tu peux venir. Mais à la limite, de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre, là? On s'entend, là? C'est pas comme s'il va se faire mal. Et en fait, je te dirais que l'enfant, c'est toujours un prétexte pour aller mieux pour les parents. Parce que les enfants, c'est un peu le symptôme des parents. Si dans ma vie de couple, ça va pas, l'enfant, lui, va avoir des émotions, il va avoir de la colère, il va manifester de la tristesse, il va manifester tout un tas de comportements pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que même si on ne montre pas, si on ne dit pas les choses, en fait, le langage non verbal dit tout. L'enfant, il ressent tout. En fait, il est complètement connecté à ses parents. C'est un endroit sécure pour lui. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus, l'enfant, lui, il en perd de repère.
Donc, c'est ça qui va faire que son quotidien va être plus compliqué. Mais c'est pareil pour les adultes. En fait, dès qu'il y a un petit mouvement, ça peut complètement déséquilibrer qui on est. Oui, puis des fois, on dirait que ça donne comme l'impression que c'est comme si tu n'es pas capable de reprendre le dessus de rien. Oui. Mais en fait, c'est juste parce que tu as des petites choses de quoi tu dois te débarrasser. Oui. Des petites et des grosses. Oui, et des gros. Des petites, toi, que tu penses que c'est des petites, mais quand tu commences à creuser avec toi, tu es comme, là, finalement, il y avait du stock en banque. Puis là, ça va peut-être paraître étrange qu'est-ce que je vais te demander, mais, tu sais, mettons, moi, mon père, il est décédé en avril dernier. Puis on dirait que là, tu sais, c'est sûr, ça fait pas si longtemps, mais dans le sens que des fois, aller consulter, moi, je suis super ouverte à tout ça, là, donc j'ai pas de problème avec ça, mais on dirait que le fait d'aller consulter par rapport à un deuil, puis de savoir que ça pourrait comme aller réparer les petites choses qui ont rapport avec ça, bien, des fois, on dirait que ça pourrait nous freiner d'y aller, tu comprends-tu? Dans le sens que c'est comme... Tu sais, quand ils parlent de comme les âmes qui sont pas capables de s'en aller parce que les gens les retiennent. Mais tu sais, des fois, on dirait que c'est comme si on sent que si on règle ce bobo-là, c'est comme si on laissait aller puis que là, on perdait quelque chose. Fait qu'on se garde un petit peu dans notre tristesse et dans notre malheur. Mais oui, c'est complètement... et c'est vraiment fréquent, ce que tu exprimes là, c'est vraiment fréquent. En fait, c'est une loyauté aussi. Mais si je guéris, si je vais mieux... ça veut dire que j'oublie, alors que c'est pas vrai. Tu vas garder tout le bon, tout le beau, tous les bons souvenirs et retirer la douleur. La douleur, elle t'empêche toi de vivre. L'autre n'est plus là de toute façon. Et la douleur, quand elle t'empêche de vivre, tu peux plus fonctionner normalement. Donc, je comprends ce que tu dis. C'est aussi important de te dire, ok, je peux m'autoriser à vivre. Je peux continuer de vivre ma vie. C'est pas en allant mal qu'il va revenir. Donc, c'est de faire le deuil de ça. C'est OK, mais il est vraiment parti. Est-ce que je lui ai vraiment dit au revoir? Est-ce que j'ai réussi véritablement à lui dire au revoir? Et souvent, ce que je constate quand j'accompagne, c'est que la personne n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Il y a un acte qui n'a pas été... le dernier acte qui n'a pas été fait. Et... en séance, on répare ça. On pose un acte réparateur qui va permettre en fait d'honorer la mémoire, d'honorer ce qui a été vécu, d'honorer le au revoir et de rendre les choses plus paisibles. Mais c'est vrai que ce que tu dis aussi, que c'est une question de loyauté dans le sens que, tu sais, comme disons moi ou plein d'autres invités qui sont venus, c'est pas parce qu'il était en mauvais terme avec la personne, c'est pas parce qu'il il avait pas eu le temps de dire au revoir ou quoi que ce soit. Tu sais, mettons, moi, j'étais là avec mon père et tout, il savait qu'il était pas tout seul, on n'était pas en mauvais terme du tout, mais on dirait que c'est ça, c'est comme, tu dis, c'est comme si le sentiment de loyauté, c'est comme si on disait, OK, là, je coupe quelque chose, puis je laisse ça vraiment aller, mais c'est psychologique, notre affaire, dans le sens que tu peux pas garder cette petite boule-là... ça ne veut pas dire que tu oublies la personne non plus. Non, là. Mais c'est rassurant pour toi, en fait, à ce moment-là. C'est rassurant pour toi de te dire, mais en fait, oui, si j'y pense tout le temps, il est toujours un peu avec moi. En fait, c'est une façon de garder la mémoire de l'autre. C'est normal, c'est humain. Oui. Parce que la perte, ça fait mal. Quand il y a le vide qui s'installe, ça fait très mal. Et c'est ça que la plupart des personnes qui viennent de perdre quelqu'un vivent, ressentent, c'est ce vide-là qui fait mal. C'est ça qu'on a besoin de traverser en sécurité. Donc, ça veut dire, pour les gens qui hésiteraient, là, que s'ils décident d'aller te consulter suite à un deuil, mais dans le fond, ça ne va pas nécessairement laisser un vide dans le sens que, tu sais, comme on n'oublie pas, on ne détache pas la personne de soi, c'est plus, on fait juste enlever le côté plus, mettons, traumatique ou la lourdeur de la peine qui est rattachée à ça, dans le fond. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est l'émotion vive qu'on essaye d'apaiser. En fait, on va mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Oui, c'est d'où le nom de mon projet. C'est pour ça que je voulais appeler ça « Perce les nuages » parce que je me disais, il faut... Tu sais, il y a des journées où est-ce que c'était la fin du monde pour moi. Tu sais, ça se pouvait pas que mon papa parte à un moment donné. Puis là, à un moment donné, il faut que tu te dises,
tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un papa, j'ai eu la chance que ce soit une aussi bonne personne. Tu sais, il a connu mes enfants, il était avec moi le jour de mon mariage. Tu sais, il faut que tu essaies de trouver comme des points positifs aussi à tout ça, mais c'est sûr que, tu sais, après ça, tu as des moments où est-ce que tu es fâché, pourquoi lui, puis ci et ça, là. Mais ça fait partie du processus. Oui. De toute façon. Mais je pense que ça peut, de toute façon, ça peut pas être nocif d'aller faire un petit ménage dans son énergie avec toi parce que ça porte plein d'autres choses aussi qu'on oublie juste qu'on a vécu ces petits traumatismes-là. Tu sais, ça peut être quelque chose que tu t'es fait dire dans ton enfance, à un travail, tu sais, qui a mis une blessure en toi que tu portes tout le temps, puis à un moment donné, tu y penses plus, mais là, ça s'accumule, puis les journées vont tellement vite que tu prends pas le temps de tout replonger là-dedans. Toi, tu es capable d'aller plonger là-dedans parce que vu que la personne est comme dans un état d'hypnose, tu as comme accès à plus oui, et je profond, te dirais mettons. que je vais pas... en fait, c'est extrêmement rare que je fasse de l'hypnose profonde. C'est très, très rare. En fait, l'hypnose, elle est aussi conversationnelle. C'est-à-dire que là, on parle toutes les deux. Je vais te dire, bah, tu peux... Je te donne un exemple. OK, imagine un éléphant noir. Tu vas l'imaginer tout de suite. Ça, c'est déjà de l'hypnose. Tu vois? Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir communiquer facilement sans avoir à faire des grandes choses pour que l'autre aussi garde le contrôle. Parce que c'est pas toujours évident de venir et puis de se faire mettre en hypnose. Là, qu'est-ce qui va se passer? Non, en fait, tu gardes le contrôle tout le temps. Et puis, à tout moment, tu peux arrêter. C'est déjà arrivé d'ailleurs que j'aille très loin dans un accompagnement et la personne touche à son trauma. Et puis là, il y a une colère qui explose. J'arrête, je rentre chez moi. Donc, je l'ai mise en sécurité. Je lui dis ce que vous vivez là est normal. Juste là, on va redescendre, on arrête la séance. Mais quand ça va être le bon moment, vous pourrez repartir chez vous. Mais c'est pour dire que l'hypnose, c'est un outil très puissant. Quand il est bien utilisé, c'est merveilleux. J'y vais vraiment en douceur. Parce que je vais au rythme de la personne. Si je vois que la personne n'est pas prête à y aller, on n'y va pas, en fait. Tu as d'autres outils, de toute façon, oui, comme de tu toute disais façon, tantôt. bien sûr. Mais tu sais, quelqu'un qui lutte, tu pourras utiliser n'importe quel outil, Oui. ça ne fonctionnera pas. Non, c'est ça, il faut que tu aies quand même une petite ouverture Oui. Mais quand des fois, tu viens à la séance. Oui, mais sans... Tu vois, des fois, c'est ton inconscient. Toi, tu as envie de venir, mais ton inconscient, lui, lutte complètement contre quelque chose. Et comme non, moi, je garde mes bobos. Mais oui, mais c'est ça, mais parce que tu sais, ça te met en sécurité. T'imagines, toi, tu as vécu un truc quand tu étais enfant, puis là, d'un coup, on te dit que tu vas pouvoir le régler. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Oui. Donc, l'inconscient, lui, il prend bien le temps de réfléchir à deux fois et de dire, ok, est-ce que c'est une bonne idée, là, d'aller démêler tout ça? Qu'est-ce qui va se passer après ça? Ça peut être pire, des fois, de vouloir à tout prix guérir des choses. C'est pas forcément mieux, quelquefois. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un pour s'accompagner. C'est ça, et puis il faut du temps. Il faut accepter que ça peut prendre du temps. Puis, on avait parlé un peu aussi hors caméra de la place du deuil dans ta vie. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu ce sujet riche dans les différentes facettes de ta vie? Oui. En fait, avant de venir, je me suis dit, mais de quoi je vais parler? J'avais l'impression de ne pas être légitime, tu sais, de venir et de parler de ce sujet-là avec toi, alors que c'est mon quotidien et que, voilà. Mais en ce qui concerne mes propres deuils, j'avais du mal à identifier vraiment là où j'en ai, là où j'en ai eu, ce que j'ai vécu, alors que, oui, on est tous concernés. Et finalement, les parties les plus difficiles pour moi, c'est vraiment autour de la maternité. En fait, j'ai dû, quand je suis devenue maman, j'ai dû faire le deuil de la famille idéale que j'avais, je pensais avoir. J'ai dû faire le deuil de la femme d'avant, la jeune fille. J'ai dû faire le deuil de tout un tas de choses parce que quand tu deviens maman, tu changes complètement. Il y a les hormones, ça change ton couple aussi. Donc, en fait, ça a été un des plus grands deuils à faire pour moi, de devenir mère, vraiment. D'ailleurs, j'ai été mère pendant longtemps avant d'être maman. Il a fallu que je fasse plein de deuils avant de pouvoir incarner mon rôle de maman pleinement. Et ça a joué énormément sur le lien avec mon premier garçon, d'ailleurs. Ça a été un moment... ça a duré longtemps. Jusqu'à ses 8 ans, ça a été compliqué. Parce que j'avais des deuils à faire. Et donc, tant que ce n'était pas fait, le lien ne pouvait pas
être sain et serein. Puis comment tu as fait pour J'ai été accompagnée. régler ça? Voilà. D'où l'importance de l'accompagnement. Oui, c'est ça. Complètement. Oui. Oui. Puis est-ce que là, tu as un garçon ou J'ai 2 garçons. 2 garçons. Donc, Oui. après ça, au deuxième, tu étais mieux outillée Oui, pour... mais ça m'a changé la vie. Le fait d'avoir été accompagnée et de traverser tout ce que j'avais à traverser, de libérer mes casseroles parce qu'il y en avait un bon nombre. Une fois que j'avais libéré tout ça, j'étais prête. Puis j'avais trouvé aussi la bonne personne pour être à mes côtés et puis vivre cette merveilleuse aventure d'être maman de nouveau. Là, j'ai vécu la grossesse de mes rêves, j'ai accouché dans l'eau, enfin, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, ce qui est puissant, c'est que mon grand garçon, donc ils ont 10 ans d'écart quand même, mon grand garçon est vraiment très, très proche de son petit frère. Et ça, c'est merveilleux pour moi parce que je me dis, ah ouais, ok, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'aurais voulu avec lui quand il était petit, mais aujourd'hui, c'est possible et ça fonctionne. Donc, je suis très heureuse de ça. Oui, puis, tu sais, des fois, on se met beaucoup de pression comme parents, mais On est des humains, on fait de Ouais. notre mieux avec le bagage qu'on a. Il n'y a pas de livre d'instruction. Puis quand on devient parent, là, on comprend différemment c'était quoi notre enfance, puis c'est quoi être un parent, puis des choses que tu t'es fâché contre tes parents, puis que là, tu es comme « excuse-moi, maman, fâché. Ou « excuse-moi d'avoir été toujours partie », puis ci, puis ça, tu sais, comme tu te rends compte comment c'est ingrat, là, dans le fond, comme rôle, puis que ça revient avec les années, mais que c'est pas justement, comme tu dis, toujours l'histoire du conte de fées qu'on s'était fait dans notre tête, là. Non. C'est pas toujours ça, les hormones non plus. Non. Tu parlais de l'adolescence tout à l'heure, mais tu sais, c'est une phase vraiment difficile pour un enfant parce qu'il est en pleine transition, justement. Et oui. Et en fait, il va être dans la différenciation avec ses parents. Donc, cette espèce de crise-là permanente de « mais je te déteste, en fait. Maman, je te déteste. Papa, je te déteste. Mais tu me saoules. » Ouais. Tu me saoules, mais c'est en fait nécessaire pour que cet adolescent-là se construise en tant que futur adulte. Et ça, c'est important de pouvoir l'accompagner complètement. C'est une transition, c'est un deuil. Passer du petit enfant à l'adulte, c'est un deuil à faire pour l'enfant à ce moment-là. C'est tout ça, les phases. C'est pour ça que, tu sais, c'est sûr que mon projet porte plus sur le deuil suite au décès de quelqu'un, mais en même temps, ça va être un sujet tellement inépuisable parce que, tu sais, l'histoire du décès d'un papa, d'une maman, d'un frère, d'une sœur, d'un conjoint pourrait être racontée 500 fois de 500 façons différentes avec des outils différents, mais aussi, il y a tellement d'autres formes de deuil dans la vie que, tu sais, on pourra extrapoler pas mal à l'infini à ce niveau-là. Est-ce que tu as eu à vivre des gros deuils comme la perte d'être cher ou des choses comme ça, toi? Oui, alors j'ai vécu quelques deuils. Moi, c'était des personnes plutôt âgées, mes grands-parents notamment, puis une tante, mais c'est toujours dans des circonstances un peu difficiles, tu sais, des cancers, des trucs vraiment pas cool. J'ai l'impression que ça n'a pas été les deuils les plus difficiles à faire. Par contre, j'ai vécu de plein fouet en fait le décès d'une amie. En fait, on était partis pour le travail de mon mari. On était partis aux États-Unis et dans son travail, il avait une jeune femme, Maxence, qui était française aussi et donc avec qui on avait lié d'amitié, avec son mari aussi. Ils sont venus un peu dans les mêmes circonstances que nous. Et en fait, en rentrant du travail, elle marchait et elle s'est fait percuter par une voiture. Elle est décédée sur le coup et ça a été un choc terrible. C'est le plus choquant pour moi. Ça a été le plus choquant. En fait, ce qui a été difficile, on se connaissait très très peu. Ce qui a été difficile, c'est que j'ai vécu ça comme une projection. Ça aurait pu être moi, tu vois. Et c'est ce qui a fait que ça a été très douloureux. Très, très douloureux. Écoute, il n'y avait pas de mots, de toute façon, c'était extrêmement choquant. Les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, c'est terrible. Et suite à ça,
fait, ça a réveillé des grosses douleurs que j'avais, des douleurs émotionnelles. J'ai commencé à faire des cauchemars, des crises de tétanie, des crises d'angoisse. C'est comme si j'avais un filtre psychique qui s'était retiré, tu vois. Et donc, j'étais vraiment à nu, complètement mise à nu. Ça a duré un petit temps quand même, quelques mois. Donc Comment tu as fait pour... je me suis fait accompagner. Donc, je voyais une psychologue qui faisait de la thérapie psychocorporelle. Donc, ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle travaillait essentiellement avec le système nerveux. Et ça m'a aussi permis d'apprendre en fait comment fonctionne le système nerveux. Et donc, la fenêtre de tolérance dans laquelle on est, là, on est dans notre fenêtre de tolérance, on est bien, mais tu vois, dès que tu as une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, en fait, il va y avoir une montée ou une descente de ta fenêtre de tolérance. Donc, plus ta fenêtre de tolérance est grande, plus tes émotions vont être bien vécues, les positives et les négatives. Mais dès que tu sors de ta fenêtre de tolérance, tu vas soit être en hypervigilance ou en hypovigilance. Et donc, soit tu vas avoir des comportements où tu vas justement avoir de la colère, de l'impulsivité. Et donc ça, c'est quand tu es... comment dire, ton système nerveux, il est en tension. Soit tu vas être en hypovigilance et à ce moment-là, tu vas être éteinte. Tu vas avoir tout le temps envie de dormir, tu es très fatiguée, tout te coûte, ça va être difficile de faire les choses. Voilà. Donc moi, elle m'a aidée en fait, à réguler cette fenêtre de tolérance, à revenir dans ma fenêtre de tolérance, à sortir de la dissociation aussi, parce que quand tu sors de ta fenêtre de tolérance, tu vas être en dissociation. Tu vois, puis tu as l'impression d'avoir la tête ailleurs, mais en fait, tu es dissocié. C'est une sécurité pour ton corps, c'est ça, pour ton corps, pour fonctionner, en fait, voilà. Et donc, ça m'a aidé à revenir complètement en sécurité. Je pense que c'est ça, souvent, les deuils avec lesquels les gens ont le plus de difficultés, c'est quand, tu sais, moi aussi, j'avais perdu mes grands-parents, puis, tu sais, j'ai vraiment eu beaucoup de peine, mais on dirait que c'était comme plus dans l'ordre naturel des choses. Oui. C'est comme si, dans l'ordre naturel, tu sais, mes grands-parents partaient, puis mes parents, puis... Mais on dirait que quand ça arrive à tes parents, là, c'est un petit peu plus... tu sais, tu te rends compte que tu pensais qu'ils partiraient jamais, mais quand ça arrive comme toi, là, tu sais, comme quelqu'un, là, quand ça arrive à quelqu'un de notre âge, des enfants, on dirait que c'est là que ton cerveau, il est comme... Là, ça, c'était pas supposé. Non, là, c'est trop, là. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que toi, ce genre d'accompagnement-là, tu peux le faire? Complètement. C'est ça maintenant? Oui, complètement. Puis comme c'est un sujet qui semble, tu sais, que tu sembles quand même bien maîtrisé, puis qui te passionne aussi. Là, pas qu'on est passionné par le deuil, en fait, mais c'est venu à dans moi. Le sens, oui. C'est complètement venu à moi. C'est parce qu'au départ, je ne travaillais pas forcément sur cette thématique-là. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était de ça dont il s'agissait. Mais il y a bien longtemps, quand j'étais esthéticienne, j'avais mon institut de beauté. Et il se passait tout le temps quelque chose avec les défunts. En fait, j'avais, pendant la séance, je ressentais quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et en fait, il y avait déjà, tu vois, quelque chose qui m'amenait à, il y a un défunt qui veut vous parler, il y a un défunt qui dit que mais c'est pas votre faute. Une maman qui était complètement coincée du dos depuis 5 ans, qui pouvait plus marcher, elle est arrivée presque en boitant. Et je sentais qu'il y avait un message pour elle. Et c'était son fils qui s'était suicidé et elle n'avait pas réussi à le détacher. Elle avait voulu le détacher et elle n'avait pas réussi. Et en fait, j'entendais son fils me dire « Dis-lui que c'est pas sa faute. Dis-lui que c'est pas sa faute, je voulais partir. » Je lui dis ça, elle repart de l'institut, elle n'est plus jamais revenue, elle est repartie, elle ne boitait plus. Ça faisait 5 ans qu'elle voyait physiothérapeute, ostéopathe, qu'elle était accompagnée, elle avait vu des psychologues. Tu vois, des fois, il se passe des choses, mais aussi quand on est prêt, évidemment. Mais tu vois, je n'étais pas encore accompagnante à ce moment-là, j'étais esthéticienne, mais il se passait déjà des choses avec le deuil. Ça a toujours été, c'est toujours venu à moi. Et c'est quelque chose qui ne me fait pas peur, en fait. Tu vois, j'aime cette partie-là de moi, j'aime cette lumière-là que j'apporte quand je suis dans un accompagnement. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux.
Oui, c'est pour ça aussi qu'on dirait que des fois, les gens sont surpris de ce projet-là parce que moi, je suis vraiment une personne super bubbly et énergique au quotidien. Ouais. Puis on dirait que les gens sont comme, t'as un podcast sur le deuil? Puis là, je suis comme, oui, mais c'est le sujet le plus humain et tu sais, qui va vraiment, on est tellement dans une ère numérique et tout que, tu sais, ça, c'est comme, il n'y a aucune IA qui va pouvoir remplacer ça. C'est des émotions, des façons de penser, des ressentis, des petits bobos qu'on traîne. Puis, faut être un humain pour vivre ça. Puis, on le vit tous de des façons différentes. Puis, il y a juste nous, entre nous, qui pouvons nous aider pour ça, donner des outils et trouver un peu de lumière parce que ça va ponctuer toute notre vie à tous, là, dans le fond. Tu sais, comme on va tous en vivre des deuils, on ne pourra pas s'en sauver. Nous aussi, on va partir. Donc, tu sais, je trouvais que ça semble être un sujet très sombre, mais il peut y avoir vraiment une belle part de lumière dedans aussi. Puis si on peut donner des outils, tant mieux. Est-ce que là, dans le fond, puisque tu es comme un peu en développement des affaires ici, est-ce que ça fait longtemps que tu es arrivée ici? Je suis arrivée au mois d'août. Ah, mon Dieu, ça fait pas longtemps, OK. Oui. Donc, ouais, avis à tous, il y a de la place dans son agenda. Il y a vraiment... c'était un gros projet pour moi de revenir. En fait, j'étais venue il y a 7 ans. Justement, donc j'avais mon institut de beauté, j'ai fait un gros burn-out. Et là, il y a tout qui s'est écroulé. Il a fallu vraiment que je choisisse, que je me choisisse. Donc, je suis partie pendant 5 mois. J'ai laissé mon fils à son père. Avec son accord, évidemment, on a tout mis en place. Mais c'était nécessaire, il fallait que je me retrouve. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'en suis là aujourd'hui, d'ailleurs, parce que si je ne m'étais pas choisie à ce moment-là, j'aurais peut-être sombré, tu vois. Mais il a fallu faire le deuil de cet institut aussi. Et ça fait pas longtemps, là, tu vois, j'ai été accompagnée encore parce que, justement, dans le lancement de mon affaire, je me suis dit, OK, il y a encore des choses qui bloquent parce que j'ai vraiment envie d'une belle expansion. Et finalement, je me bloquais, je m'interdisais de faire certaines choses, de vivre certaines choses. Et c'est comme si je voyais petit alors que j'imagine très grand. Et finalement, c'était mon institut, et donc le deuil, pas totalement fait, qui me faisait m'accrocher à « Ok, en fait, t'as loupé le premier truc, n'y va surtout pas, quoi. » OK. T'avais comme ça qui te bloquait. Oui. Oui. Donc, à quel point tout ce qu'on vit a un impact. Eh oui. Puis là, est-ce que dans ton métier ou dans ce que tu veux développer présentement, tu prévois des outils ou des trucs spécifiques en lien avec le deuil? En fait, je vais faire un atelier. Donc ça, c'est ce qui est prévu, c'est de faire plutôt vivre des expériences. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui donne des outils. Oui, je vais te donner des outils pendant la séance parce que forcément, le fait d'identifier tes émotions, pour moi, c'est déjà un outil, tu vois. Mais ma lumière à moi, mon expertise à moi, c'est de te faire vivre quelque chose. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est OK, là, je vis complètement. J'autorise mon corps, mon cœur, mon esprit à être complètement dans l'instant présent, à vivre ce qu'il y a à vivre, pour pouvoir passer à autre chose. Il y a des meilleurs coachs pour donner des outils, franchement. Non, mais en fait, c'est important que tu trouves ton unicité puis ta façon de fonctionner à toi. C'est pour ça que certaines personnes vont venir à toi. Puis, complètement. Ça, c'est un peu du marketing, mais en fait, dans ton métier à toi, c'est encore plus important l'unicité et l'authenticité parce que si tu consultes un thérapeute, il faut vraiment qu'il y ait comme une énergie ou quelque chose qui vous rejoigne ensemble pour que ce soit la bonne méthode pour travailler ensemble, pour ouvrir les bons canaux. Là, parce que des fois, ça fonctionne avec une personne, ça ne fonctionne pas avec une autre. Puis ça ne veut pas dire que le thérapeute est plus ou moins bon, mais c'est bien, je trouve, que tu dises d'emblée comme c'est quoi ta lumière à toi pour attirer les bonnes personnes. Oui, puis finalement, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que à chaque fois que j'essaye d'expliquer des choses, c'est pas là où ça fonctionne. Quand je réussis à capter l'autre, à
en fait, ce que je fais, c'est que j'ouvre un espace où l'autre a toute sa place. Et d'un coup, il n'y a plus rien qui existe autour. Et c'est ça mon expertise, en fait. C'est d'offrir cet espace-là pour que l'autre se sente complètement en sécurité et qu'à tous les niveaux de conscience, il y ait des changements. C'est ça ma lumière, en fait, vraiment. Et Dieu sait que le travail autour des multiples deuils devrait t'apporter de la clientèle jusqu'à ta retraite, d'après moi. Si les gens veulent te rejoindre, est-ce qu'il y a un site web ou un courriel ou quoi que ce soit? On va tout le mettre en note de l'épisode, de toute façon. Là. En fait, je suis présente sur les réseaux, notamment sur Facebook et Instagram, avec mon nom, Amanda Jacopina. Je suis facilement identifiable. Il y a une seule Amanda Jacopina. C'est ça. Il n'y a pas 15 000 Amanda Jacopina, on va se le dire. C'est ça. Donc, on peut me trouver facilement. Et puis voilà, c'est ça. C'est les bonnes façons. De toute façon, si les gens nous écrivent, on dirige toujours les gens vers les bons comptes et les bonnes façons de communiquer. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un message, des conseils à donner aux gens qui vivraient un deuil, puis comme ce serait quoi si on allait voir la Amanda, soit maman, humaine ou thérapeute, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces gens-là? Pour traverser le deuil, ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais que, en fait, il y a toujours de la vie. Il y a toujours de la vie, et oui, c'est douloureux, et tu as le droit d'être triste. Tu as vraiment le droit d'être triste. Tu as le droit d'avoir le plus gros chagrin du monde, tout le temps nécessaire, en fait. Personne ne peut et ne doit te dire comment tu dois faire ton deuil. Le plus important, c'est que ce soit... j'allais dire en sécurité quand même, parce qu'il y a des fois où ça prend des proportions et c'est difficile. Donc, il faut pouvoir aller consulter quand c'est nécessaire. Mais en fait, le bon rythme, c'est le tien. Ah oui, ça, c'est tellement bien dit. Puis, je pense que c'est vraiment, tu as mis le doigt sur quelque chose aussi. Si toutes les étapes sont... importantes et ont le droit de vivre. Mais si vous sentez que vous commencez à perdre pied, c'est comme aller chercher de l'accompagnement. Oui, il ne faut vraiment pas... Parce que ça peut être vraiment... ça peut nous tirer vers un trou noir. Donc, si on sent là, qu'on est comme sur le bord c'est mieux d'aller chercher de l'accompagnement. Tu es bien placé pour le savoir. Oui. Après, la première, la première étape, quand on va vraiment mal, c'est d'avoir son médecin. C'est le plus important. Parce que le médecin va dire, OK, ben là, tu as peut-être besoin d'une médication, là, tu as peut-être besoin de voir un psychiatre, tu as peut-être besoin de voir un ou une psychologue. Donc, voilà. Moi, je suis toujours en complément. Je ne remplace pas, en fait, le biais médical. Mais c'est totalement complémentaire et on peut aller très loin quand même de ce qu'on peut en tirer, en fait, au niveau de l'accompagnement. Donc, bienvenue. Merci Amanda pour ta belle présence aujourd'hui et pour tous toi. ces conseils. Puis je trouve que c'est un outil qu'on n'utilise vraiment pas assez. Donc, on espère que vous allez tous complètement combler son agenda. Merci Amanda pour ta visite. Merci à toi Sylvia. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.